Bien, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Si c'est le cas, vous pouvez lever la main. Ça me rassurera. Merci. Ah, formidable. Tout le monde lève la main. C'est génial. Euh, Bravo. Je suis très heureux d'être là. Voilà, même si c'est à travers un avatar. Très heureux d'être parmi vous. Je regrette de ne pas voir les visages de chacun, mais c'est un moment qui nous était très cher, que nous avions suspendu au temps pendant ce printemps, avec des réflexions sur le fait de maintenir ou pas l'événement. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer aujourd'hui à cette réunion aux côtés des équipes qui ont structuré ce moment digital, qui l'ont maintenu dans l'agenda. Et votre présence nous fait chaud au cœur parce que vous êtes très nombreux à avoir rejoint cet événement sous ce format-là, et ça témoigne de la solidarité très forte de cette famille internationale et de l'export comme de l'internationalisation des entreprises. Alors Étienne a fait une introduction déjà présentant les enjeux, je ne la reprendrai pas. Je souhaite également remercier à la fois vous qui avez répondu présent, les organisateurs qui ont préparé cet événement dans cet environnement digital qui rappelle mes premières années de jeunesse en tant que gamer adolescent, et puis évidemment les témoins et entrepreneurs qui sont présents et qui nous ont fait le plaisir justement de venir partager ce qu'ils ont traversé. C'est une richesse incroyable. Alors croyez-moi bien que les deux entrepreneurs qui vont me rejoindre à présent, je m'aperçois que je ne sais pas si la technique peut me voir, mais que je ne peux pas mettre la caméra. On ne me voit pas, mais visiblement, je vais continuer à parler. Donc, vous voyez mon avatar, mais vous ne me voyez pas. C'est un peu moins convivial. Mais je vais demander à mes collègues et néanmoins amis Guillaume Bernard et Bruno Bouygues de me rejoindre sur scène, si vous voulez bien. Le temps qu'ils nous rejoignent, je vais vous les présenter très rapidement. Alors nous avons, je l'ai dit, la chance de les avoir. Nous allons passer 45 minutes ensemble avec ces deux chefs d'entreprise remarquables, et permettez-moi de le dire en public, que j'apprécie beaucoup et qui sont une image de cette France entrepreneuriale qui n'a pas peur de la difficulté, qui fait face à l'adversité, y compris dans les moments difficiles, qui subit ces moments difficiles également, mais qui pour autant regarde l'avenir malgré tout avec un sourire et avec une valeur d'optimisme viscérale et qui est propre aux valeurs de leurs entreprises. Le premier d'entre eux est Guillaume Bernard. Guillaume est spécialiste dans son entreprise du servomoteur électrique. C'est le numéro 3 mondial dans son domaine et même le premier dans le marché du nucléaire. C'est le représentant de la troisième génération à la tête de cette entreprise et il contribue fortement puisque à son internationalisation, il a comme volonté première, comme ambition première de faire de cette PME historique exportatrice une véritable ETI, ce qu'est devenue l'entreprise internationalisée. Donc Guillaume Bernard nous a rejoint. Merci Guillaume. Je sais que tu es en Chine aujourd'hui et merci de ta présence pour cette matinée. Le deuxième entrepreneur qui nous a rejoint est Bruno Bouygues. Bruno Bouygues qui dirige la société GIS en Mayenne, qui est un spécialiste des chargeurs électriques, spécialiste également du matériel de soudage et de réparation de carrosserie. Une entreprise qui est une très belle ETI française, comme on les aime, symbole de l'industrie 4.0 bleu, blanc, rouge, totalement aujourd'hui internationalisée et qui va partager également son expérience. Alors, les amis, il y a une première question que je voulais partager avec l'audience aujourd'hui et avec nos invités, qui est, vous deux, vous avez une situation tout à fait particulière. Vous avez tous les deux vu arriver la crise avant tout le monde. Vous l'avez senti, vous avez été parmi les premiers à me la signaler. Je pense à Bruno, avec lequel je m'entretenais au téléphone au mois de janvier, et qui déjà me signalait, il se passe quelque chose. Je sens des trucs qui montent. Il y a un truc qui ne va pas. Et en février, rebelote. Et je sais très bien que dans les publications également de Guillaume, sur les sites internet, au travers les conseils du commerce extérieur, il y avait déjà une veille
qui signalaient que quelque chose était en train d'arriver. Alors commençons avec Guillaume peut-être. Est-ce que Guillaume, tu peux nous partager ce moment très particulier qui a été ce début d'année où, depuis la France, certains hommes et femmes politiques nous disaient, ou dirigeants, ce virus chinois ne viendra pas chez nous. Après, on a vu ce qui s'est passé. Mais vous, sur place, comment vous avez vécu ce début de l'histoire tout à fait singulière que l'humanité et la France et vous, entrepreneurs, avez traversé en 2020? Merci beaucoup, Pedro. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends bien? Très bien, moi je t'entends. Parfait, parfait. Alors, on m'a dit de mettre ma caméra aussi. Attends, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, donc bonjour à tous. Merci beaucoup, Pedro. Donc, je suis Guillaume Bernard et je suis basé en Chine parce que je suis aujourd'hui directeur général de Bernard Contrôle, mais basé en Chine. Le siège est en France. Mais j'ai décidé de rester habité en Chine pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, qui sont principalement tournées autour de l'innovation et des partenariats stratégiques qu'on peut mener dans les métiers industriels avec la Chine, notamment en termes de recherche et développement. Alors, la crise, on a entendu parler du Covid, enfin d'une maladie, d'un coronavirus vers le début janvier. Ça sortait dans les médias chinois et on n'y pensait absolument pas, notamment parce qu'on avait en tête le SRAS, on pensait que ça allait être géré, on n'y apportait aucune importance particulière. Le SRAS et puis le MERS, on savait que le MERS c'était quelque chose qui avait vécu, qui avait traversé l'été, les chaleurs. Le SRAS c'est quelque chose qui avait été géré sur quelques mois, donc on se disait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais sans porter attention. Par contre, à partir du jeudi 23, enfin à partir du mercredi en fait, la décision de bloquer Wuhan a été un électrochoc. On partait en vacances, la Chine partait en congé du Nouvel An chinois, et là ça a été un électrochoc absolument massif. Connaissant les Chinois qui sont parfois effectivement assez directifs et brutaux dans leurs décisions, bloquer une ville de la taille de Wuhan et des villes et autant de millions d'habitants m'ont fait comprendre tout de suite qu'il y avait quelque chose de très grave. Donc j'ai immédiatement parti en France pour régler quelques affaires et revenu en Chine pour de façon à être présent au démarrage. Et quand je suis revenu en Chine et que la psychose était tellement forte, parce qu'il y a en Chine une crainte de la mort qui fait que le voisin est quelqu'un de potentiellement très dangereux, cette psychose et cette trouble psychologique a été quelque chose qui a été extrêmement difficile à gérer. Et donc ma présence en Chine était absolument nécessaire pour accueillir les équipes dès le lundi 2 février pour que les gens viennent. Et alors, ça s'est passé très très vite avec un dialogue avec les autorités locales qui elles-mêmes ne savaient pas trop comment gérer l'affaire et l'itération. Et je pense que la façon dont les autorités locales ont géré par itération a été absolument extrêmement remarquablement efficace, puisque comme on ne sait pas, on est dans un terrain inconnu, le fait de venir venir nous voir et nous dire bon, vous allez mettre des distances, allez voir une autre entreprise, ils ont fait différemment, les autorités locales ont dit ça, bon finalement vous allez mettre plus de personnes en télétravail, bon oui votre usine, vous pouvez faire la faire tourner. Avec les conseillers du commerce extérieur, on a tout de suite échangé avec Paris et le siège en expliquant qu'il y allait y avoir un énorme problème de trésorerie et on allait tout de suite mis en avant cette problématique des entreprises françaises basées à Wuhan qui, ne pouvant plus travailler, allaient avoir immédiatement un énorme impact sur le financement de leur trésorerie. Donc voilà, donc ça a été d'abord une prise de conscience par l'événement du blocage de Wuhan, une décision extrêmement forte. En France, on restait très distant par rapport à ça, mais les entreprises françaises basées à Wuhan, on a tout de suite été très sensibilisés, on a essayé de sensibiliser au plus sur les problèmes de trésorerie qui se sont décalés ensuite. Donc voilà comment on a vécu ça, avec un besoin énorme d'être présent avec les équipes pour apporter un soutien psychologique dans l'appréhension. Et là, encore une fois, cette qualité, cette façon d'itérer a posteriori des Chinois, qui est une méthode assez très, très traditionnelle chinoise, où en France, on est plutôt a priori, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup et puis on agit. Et en Chine, on est plutôt a posteriori, c'est-à-dire qu'on prend une décision et après on itère pour corriger, est une méthode qui a été extrêmement efficace dans ce monde inconnu du mois de février. Merci, merci Guillaume. Bruno, tu as vécu de manière distanciée puisque tu n'étais pas toi-même sur place, mais tu avais tes équipes, tes filiales, tes partenaires également en Chine. Comment tu as vécu ce début d'année de ton côté? Je n'arrive pas à mettre la caméra, mais c'est pas grave, je vais parler normalement. Écoute, c'est incroyable parce que le discours de Guillaume est exactement la façon dont j'ai vécu la crise. En fait, le 19 janvier, je me rappelle d'une conversation avec mon patron chinois, j'étais en France, et donc je lui disais, écoute, bon, ben, on part en vacances.
quelles sont les instructions, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie sur la Chine? Il m'a dit, écoute, non, tout va bien, il y a un véritable problème avec il y a un petit problème avec un virus, mais on ne sait pas très bien, on en reparlera après les vacances. Et en fait, le 23 janvier, en plein milieu des vacances chinoises, il me rappelle et me dit exactement comme Guillaume que finalement, le Hubei, la province du Hubei va être fermée et pour nous, c'était dramatique parce que pour GIS Chine et pour GIS France, dans le Hubei, bien, on avait énormément de fournisseurs. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien la Chine, le Hubei, c'est une région très industrielle, de l'industrie lourde. Je fais souvent une allégorie, c'est un petit peu comme si on disait en Europe que l'Allemagne se ferme. Quand le Hubei se ferme, c'est un peu comme l'Allemagne à l'intérieur de l'Europe se ferme. Donc ça nous a fait très peur et à partir de là, on s'est rendu compte que quelque chose de très grave se passait. Donc voilà un peu comment on a vécu le début de la crise, complètement aligné sur ce que Guillaume vient de nous dire. Alors, vous deux, Guillaume et Bruno, j'essaie de mettre la caméra, hein, c'est les éléments techniques du direct, mais on va quand même y arriver. Vous avez tous les deux traversé ce moment-là, ensuite en organisant vos entreprises, en prenant des dispositions en avance de phase. Quelles mesures vous avez dû mettre en place, vous qui êtes déjà des entreprises internationalisées, quelles conclusions vous pourriez tirer aujourd'hui finalement déjà de ce qu'a pu révéler cette situation dans vos entreprises en termes peut-être de gouvernance, d'organisation? Je crois, Bruno, et on peut peut-être commencer avec toi, tu as évoqué lors d'un échange que nous avions eu il y a quelques semaines, cette notion de temps tactique et de temps stratégique. J'aimerais t'entendre et que tu puisses faire profiter nos participants aujourd'hui de cette lecture que toi, tu as vécue au sein de l'entreprise et que tu as su mettre en œuvre avec tes collaborateurs. Oui, ce qui a été très surprenant au fur et à mesure que la crise s'est déroulée, c'est que les horizons de temps ont commencé à changer. Dans la conduite normale des affaires, on a une stratégie qu'on essaie de développer. J'ai entendu dire, Guillaume, qu'il avait fait beaucoup d'efforts sur l'entrée sur le nucléaire chinois. Ben, c'est une stratégie. Et puis, il y a le court terme sur lequel, ben, au quotidien, il faut survivre, il faut avancer, il faut régler l'ensemble des problèmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le temps tactique, le temps du court terme, et puis le temps stratégique. Et lorsque le confinement est arrivé, que ce soit en Asie ou que ce soit en Europe, eh bien, ces deux temps se sont retrouvés ensemble, puisque c'était impossible de se projeter, puisqu'on n'avait pas de visibilité claire dans un premier temps. Et en même temps, on avait une difficulté extrême à régler les problèmes du quotidien, puisqu'une partie des collaborateurs étaient confinés. Et donc, en perdant le temps court et en perdant le temps long, on s'est trouvé sur une espèce de temps moyen, avec des ressources limitées, et c'est vrai que ça a créé une pression sur l'organisation parce qu'on était un petit peu en train de naviguer dans une pièce dans laquelle la lumière était éteinte. Donc oui, c'est exactement ça. Donc on a eu le sentiment un peu de cette fusion temps court, temps long, jusqu'à ce qu'on arrive à sortir un peu du confinement et qu'on recommence à retrouver de la visibilité. Guillaume, de ton côté? Euh, écoute, là, ce qui est ressorti le plus fortement, ça a été la sensibilité par rapport au cash. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'une région est confinée, qu'il n'y a personne qui entre et qui sort et que les gens sont dans leur appartement, l'entreprise, elle ne fait plus de cash-in, plus de cash-out. Une palissade, mais on n'en a pas forcément conscience quand ça se passe. Et donc, il a fallu demander aux équipes, être très, très, très transparent d'abord sur ce qui se passait, en leur disant il y a quelque chose qui est très grave, il faut protéger, mais il faut monter une équipe de sauvegarde. Donc, dès le départ, on a eu des task force qui sont mis en place tous les jours, à la même heure, avec l'équipe de management, à la fois pour rassurer, leur donner des messages pour les relayer, en disant la priorité absolue, c'est la sécurité sanitaire des personnes, et il faut maintenir un flux de cash dans l'entreprise. Et donc, on a mis en place une équipe cash spécifique qui a travaillé sur 3 scénarios. Un scénario de redémarrage dans le mois de février, un scénario dans le redémarrage dans les 3 mois et un scénario de redémarrage à l'été, en se disant que l'été allait de toute façon tuer le virus, même si on avait quand même en tête le MERS, qui était quand même quelque chose qui a survécu à des chaleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la notion de temps a été exactement ce que dit Bruno, c'est-à-dire qu'on est revenu sur du très 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 court terme.
Mes clients, j'avais prévu d'avoir tant de cash à telle date, je ne l'aurai pas, comment je fais? Et donc, on est revenu sur du extrêmement court terme. Et ce qui était absolument nécessaire, c'est de monter des équipes de sauvegarde volontaires et qui, chez nous, à la fois en Chine, alors ça a été pas tout à fait monté de la même façon, mais quand ça s'est repassé, c'est passé côté français, cette expérience qu'on a eue en Chine a été essentielle au niveau français. Et aujourd'hui, même encore, je veux dire, on impose le port du masque en entreprise de façon systématique et on a encore des règles qui sont encore un peu plus strictes en France par rapport à notre expérience chinoise aujourd'hui et la résurgence du virus qui peut arriver. Ouais, mon micro. Il est vrai que dans ce que vous avez dit, il est ressorti quand même quelque chose que nous avons tous traversé, c'est cette notion de solidarité. Tu as parlé de volontariat dans cette équipe de sauvegarde de cash. D'ailleurs, il serait intéressant de partager avec nos camarades, c'est quoi une équipe de sauvegarde de cash concrètement, si tu devais la présenter? Tu as pris des people à quel endroit dans l'entreprise et quel était un peu, est-ce que c'était totalement transverse? Quels ont été les représentants? Est-ce que les commerciaux? Est-ce que les directions financières? Bien évidemment. Est-ce que le marketing? Est-ce que le digital? Est-ce que l'ensemble des métiers finalement ont participé à cette équipe de sauvegarde d'une part et d'autre part, en réaction à ce que tu viens de préciser, nous l'avons tous vécu, cette solidarité-là, elle a été très marquée dans beaucoup d'entreprises de notre environnement, à commencer même par BPI France. C'est-à-dire qu'au sein même de la structure de BPI France, nous avons eu une démarche de solidarité où 70% des fonctions support sont venues en front aider les collaborateurs de la direction régionale pour traiter les situations d'urgence qui étaient très émotionnelles plus qu'en réalité de besoin de cash. Il y avait une peur qui était presque hystérique dans certains cas, assez irrationnelle au tout début, qui était liée à la peur de mourir. Elle était d'abord physique, elle était ensuite économique dans l'entreprise. Et avant même que, et on y reviendra, les dispositifs de soutien de l'économie française mis en place par le gouvernement aient été en production. Mais pour revenir à la première question, le sujet de cette team de sauvegarde, comment tu l'as constituée? Elle s'est manifestée spontanément? Quels étaient les profils? Alors, On ne t'entend plus, Guillaume. Ton micro. Donc on a perdu Guillaume un instant, Pedro. C'est sans doute le micro. Ouais. Nous avons un modérateur fantôme qui coupe les micros, donc il n'a peut-être pas vu que le micro a été coupé. C'est un ange gardien plus qu'un modérateur fantôme d'ailleurs au passage. Bruno, est-ce que toi tu as vécu cette même situation de task force, j'ai envie de dire? Est-ce que concrètement, dans la mesure d'urgence déjà, tu avais une panic room dans laquelle tu réunissais ton staff physique et digital comme on dit, avec des points réguliers, avec quelque part une forme d'efficacité aussi dans l'action et le temps court? Alors, notre situation est un petit peu différente de celle de Guillaume. D'abord, quand on a vécu à partir du 23 janvier tous les jours les problèmes en Chine, donc je me levais à 5 heures le matin pour faire des conférences avec la Chine. Et donc, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que la crise chinoise chez nous, en fait, dans l'usine qui est basée à Shanghai, on a eu un confinement qui a duré 2-3 semaines. Et puis après, le temps de faire revenir les collaborateurs, ça nous a pris 8 semaines. Mais euh, on a eu la conviction très rapide que la crise allait arriver en Europe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de mi-février, on a commencé à travailler en Europe pour la fermeture de l'usine française et puis pour la fermeture de l'ensemble des bureaux. Donc, en fait, on s'est organisé très en amont, Pedro, pour tout ce qui est la trésorerie, pour tout ce qui est les collaborateurs. Et finalement, tout s'est passé dans le calme puisque nous, on était prêts vers le 23 février, ou le 22 février, et on a clôturé l'usine, enfin, on a fermé l'usine temporairement le 18 mars. Donc, on avait quand même 3 semaines. Donc, ça faisait déjà 3 semaines que le plan de continuité était fait. Une des décisions qu'on a prises, Pedro, c'est que on s'est dit, par rapport au problème qu'on a vu en Chine, c'est qu'on allait avoir une destruction de la chaîne logistique. Et donc, fin février, on a passé à peu près 4 à 5 mois de commandes de composants
à tous nos fournisseurs du monde entier pour les recevoir dans tous nos entrepôts, que ce soit en Asie, en Chine, on a une usine, et puis aussi en France, en se disant qu'en sortie du confinement, on aurait un problème de fabrication et que la demande serait forte sur certains produits. Il fallait absolument qu'on ait énormément de stock pour travailler de façon autonome. Donc, je te dirais que pour nous, il y a eu beaucoup de calme et surtout beaucoup d'achats pour travailler en autonomie dès que le confinement sera terminé. C'est d'ailleurs une des vertus de l'internationalisation de ton entreprise, c'est-à-dire qu'en avance de phase et au regard de la situation que tu as détectée avec tes équipes, tu as pris ces mesures préventives de stock. Alors, c'était pas des bouteilles d'eau, c'était pas du papier de toilette, c'était des composants et c'était nécessaire pour préserver la capacité de production sans qu'il y ait de rupture dans la chaîne. Alors, je crois qu'on a retrouvé Guillaume. Guillaume, est-ce Oui, que tu désolé. parles? Ah, Oui. alors Guillaume, tu as déjà, alors on t'entendait pas, mais tu réagissais au sujet de la task force en quelque sorte que tu as bâtie. Peux-tu revenir sur la nature de cette équipe de sauvegarde autour du cash? Quel était le casting finalement et comment tu l'avais réuni? Donc c'était le casting habituel classique, sauf qu'au lieu de se voir toutes les semaines, on se voyait tous les jours et on faisait des scénarios de cash-in, cash-out et on itérait même 2 fois par jour avec la finance en fonction de tous les scénarios de clients qui paieraient, de fournisseurs qui allaient payer, etc. Ce qui nous a permis aussi d'anticiper le scénario sur la France et ce qui nous a permis de réagir très vite sur la baisse de chiffre d'affaires. Parce que quand il y a eu le confinement en Europe, le confinement en Chine a été gérable pour nous, a été relativement gérable en termes de trésorerie. On n'avait pas la trésor pour faire des gros stocks, donc moi j'ai pas voulu qu'on fasse des stocks parce qu'on n'avait pas la trésor pour, et puis j'étais inquiet sur cette perspective-là. Par contre, on a l'expérience qu'on a eue en Chine et quand on a vu le confinement au niveau mondial, là on a tout de suite anticipé, on avait déjà les outils et la réactivité pour réagir, pour aller voir justement financer ce trou de trésorerie qu'on a eu avec une baisse de chiffre d'affaires qui allait jusqu'à 50% à un moment et puis une baisse d'entrée de commande de 35%. Donc, et là, je veux dire que je permets de le dire en public là, on ne se rend pas compte en France la qualité du support de l'État français dans cette crise. C'est unique au monde. C'est absolument unique au monde. Moi, je peux vous dire qu'avec les conseils du commerce extérieur, on échange sur l'ensemble des supports qui ont été apportés dans le monde. À part France, Allemagne, Espagne, Italie, qui ont été relativement très, très, très puissants dans le reste du monde, débrouillez-vous. C'est le chômage partiel, la rapidité de mise en place des PGE, il y avait le prêt à tout d'abord qui existait déjà, etc. C'est absolument remarquable. Nous, on a eu ce support-là. On est dans une entreprise qui fait de la croissance puisqu'on a pratiquement 23% d'augmentation d'entrée de commandes par rapport à l'année dernière. Donc on est vraiment même en temps de Covid, on a une grande croissance. Par contre, on a eu un gros trou de trésor. Et là, la rapidité d'agissement. Aujourd'hui, je serais américain si BPI et les banques et l'État n'avaient pas réagi aussi vite et aussi rapidement. Bon, écoute, ça fait du bien à entendre et c'était bien le but de la mobilisation. C'est-à-dire que il faut reconnaître que dans ce contexte-là, par parenthèse, nous avions une équipe centralisée autour de Bruno Le Maire qui avait traversé avec Emmanuel Moulin, son directeur de cabinet, différentes crises, dont la dernière de 2008. Donc les erreurs du passé, les lenteurs d'exécution, les points d'achoppement potentiels budgétaires et autres avaient été identifiés et les recettes qui n'avaient pas fonctionné en 2008 ont été très sensiblement corrigées sur une capacité d'exécution rapide, en mode commando, avec le soutien et l'aval de la Commission européenne dans un délai record. Et là, c'est vrai que l'urgence a fait du lean et que chez vous, comme dans l'environnement que tu citais, la chaîne de valeur s'est mise en action pour sortir le PGE en 72 heures. Et donc en 72 heures, l'ensemble de l'articulation des dispositifs qui aujourd'hui vont atteindre, rien que sur le prêt garanti par l'État, 150 milliards d'euros d'ici la fin de l'année sans aucun doute, on est déjà à plus de 100 milliards. Donc ça a été une mobilisation qui a été vertueuse dans cette adversité-là. Alors, j'aimerais qu'on aille maintenant dans un aspect un peu plus prospectif. Je dis souvent qu'on n'a pas tous les jours la chance de vivre une crise comme on la vit. Et pardon de le dire comme ça. Je sais que ce n'est pas facile à entendre pour tous. Mais c'est une réalité. Une telle crise, un tel choc, une telle redistribution des cartes que ça puisse générer, finalement, on n'a pas la chance de le vivre aussi souvent. Et la question que j'aimerais maintenant partager avec vous, c'est comment, de votre point de vue, on peut ne pas rater cette crise. Ne ratons pas cette crise. D'un autre point de vue, que retiendrez-vous finalement
de positif dans cette situation? Quelles transformations vous avez pu accélérer? Est-ce que cette crise a révélé aussi des points faibles dans vos organisations? Est-ce qu'elle vous a permis de les corriger? Et est-ce qu'elle vous a permis de vous projeter dans de nouvelles ambitions à la limite, vers un 2025 et un 2030, où vous vous direz, en vous retournant, c'est à ce moment-là, en 2020, que j'ai compris que je devais faire de mon entreprise ce qu'elle est devenue aujourd'hui en 2030. Voilà dans le chaînage. Que retiendrez-vous? Comment ne pas rater cette crise? Et en 2025-2030, quelles réflexions vous auriez compris? Bruno, peut-être, tu veux réagir? Oui, alors déjà, dans le timing de la crise, pour moi, il y a 5 phases en fait. Il y a une première phase qui était la phase, et là je parle vraiment de l'Europe et pas de l'Asie. Donc il y a la première phase qui était la phase de confinement. Et Guillaume et moi, on a eu beaucoup de chance parce qu'avec une infrastructure en Chine, eh bien, on a pu préparer l'Europe peut-être un petit peu en avance. Et je pense que tous les gens qui ont pu préparer un petit peu en avance, eh bien, ils sont sortis de cette première phase moins stressés, plus organisés. Comme je te l'avais déjà dit, Pedro, nous, en fait, la première date, c'était le 23 janvier. Et rapidement, début mars, le président de la région de Shanghai a dit que les écoles réouvraient le 4 mai. Donc, en fait, avant qu'on confine en France, on avait cette fenêtre de temps de 100 jours où on savait qu'une partie, on allait être confiné, une partie, on était déconfiné. Donc, première phase, le confinement, là, tout le monde a fait du mieux qu'il a pu. Après, on est arrivé vers la deuxième phase, qui est une phase de déconfinement, ce que j'appellerais jusqu'à fin août. Et là, je parle vraiment par rapport à mon écosystème. Ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire que ceux qui allaient avoir des stocks de matières premières et de produits finis allaient finalement réussir à livrer rapidement beaucoup de produits. Eh bien, ça s'est passé. Donc, si vous aviez la trésorerie ou si vous avez réussi à avoir des PGE pour avoir cette trésorerie, eh bien, en sortie de confinement, les carnets de commandes ont commencé à monter à toute allure. Pourquoi? Parce que la majorité des acteurs qui n'avaient pas de stock, en fait, ils disaient, bah oui, je suis capable de livrer sous 6 à 8 semaines. Et chez GIS, on était capable de livrer en 48 heures partout dans le monde. Donc ça, c'était quand même un atout fort. Alors, pour cette phase 2, nous, on a couru un sprint, c'est-à-dire qu'on a réouvert l'usine le 27 avril, et là, on a mis l'usine à 130% de sa capacité de l'année précédente, en partant du principe qu'il y aurait un phénomène de pénurie jusqu'à fin août. Ça passe, et donc on prend des parts de marché, et c'est une période exceptionnelle. Après, malheureusement, il y a une phase 3 qui va commencer, qui va commencer vers septembre, où en fait, beaucoup des mécanismes très positifs dont Pedro a beaucoup parlé jusqu'à maintenant vont arriver, on va dire, à maturité. Pour l'instant, on n'a pas la visibilité sur ce que va faire chaque pays européen et chaque continent sur ces mécanismes. Et donc, je pense que là, avec l'augmentation du chômage, on va faire malheureusement face à une récession, une forme de glissade qui va durer 3-4 ans. Et donc, on espère qu'en prenant des parts de marché maintenant, eh bien, on va glisser tout doucement, mais peut-être pas trop fort. En France, on a un point 4 qui sera le remboursement de ces PGE, parce que ces PGE, il y a beaucoup de PGE chez nos clients et chez nos fournisseurs qui ont été pris, donc ils se sont créés du passif, mais il n'y avait pas d'actif en face, ils ont financé les pertes. Donc, il va falloir sauter l'obstacle. Et puis, bien sûr, à horizon moins d'un an, il y a une consolidation très rapide de l'industrie qui va arriver. Il va y avoir des opportunités exceptionnelles, notamment en dehors d'Europe, parce que je pense que Pedro et Guillaume l'ont bien dit, si vous n'étiez pas européen, vous n'aviez pas les supports de l'État et des acteurs publics ou parapublics pour vous supporter financièrement. Et c'est vrai que tant qu'on arrive à avoir de l'argent et gagner de l'argent dans la période actuelle, eh bien, ça va nous donner des envies d'aller aux États-Unis, en Inde, dans d'autres pays, parce que mes confrères souffrent de façon démesurée par rapport à la souffrance en Europe. Donc, je pense qu'il y a des opportunités de croissance externe qui vont arriver de façon très positive, et je pense que c'est peut-être la période 2020-2025, c'est le moment des Européens justement à partir à la conquête du monde. Merci Bruno. Avis évidemment totalement partagé. C'est vrai que beaucoup de nos entreprises dans ce contexte sont dans une phase où Nicolas Dufourcq le disait d'ailleurs hier sur BFM Business, nous avons observé un phénomène parfois, alors que des situations sont parfois dramatiques et difficiles, il faut aussi le reconnaître dans beaucoup d'entreprises. Mais nombre d'entreprises ont également pris des PGE, non pas de confort, mais prudentiels. La situation n'était pas forcément vitale, mais dans le contexte, la prudence, le recours à un endettement modéré, mesuré, a généré de la trésorerie. Et un peu comme l'épargne des ménages, il existe aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont dans une situation de capacité d'investissement très très forte,
en matière de croissance externe et d'implantation. Et sans doute que face à nous, nos concurrents ont été un peu moins armés et seront un peu plus fragilisés, permettant une consolidation par les entreprises françaises sur les marchés internationaux. Guillaume, de ton groupe, de ton point de vue et depuis la Chine, quelles leçons tires-tu finalement de cette étape-là dans ton entreprise? Quelle vision as-tu maintenant des conséquences et dans ta stratégie? Alors, d'abord, je pense que l'internationalisation est plus que jamais montrée comme un modèle à viser au-delà du modèle export. C'est-à-dire qu'on en parlait souvent, le modèle export est asymptotique et il pose énormément de problèmes. Le fait d'être internationalisé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, chez Bernard Contrôle, ça veut dire déléguer le pouvoir et déléguer la compétence. C'est-à-dire faire en sorte qu'on régionalise la prise de décision et on régionalise la compétence, l'expertise technique. Ça permet de faire en sorte aujourd'hui que le groupe fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas besoin de voyager en fait. Et les experts n'ont pas besoin de voyager et que localement, on a toutes les compétences, toutes les équipes et chacun est autonome. Donc ça, c'est la première chose. Cependant, c'est quelque chose, c'est une réflexion sur laquelle il faut se poser, c'est le financement de l'export. Le financement de l'export et de dépasser ce modèle-là, ça demande des capitaux propres. Et chez Bernard Contrôle, on a commencé à faire ça en 2010. Ça nous a coûté extrêmement cher. Le prix de l'internationalisation est absolument indispensable. Donc ça, c'est la première, je veux dire, bénéfice qu'on a tiré de la stratégie qu'on a mise en œuvre, c'est que face à la crise du Covid, on a été très résistant grâce, et aujourd'hui, on est extrêmement, effectivement, moteur dans notre marché et leader, on reste leader dans notre marché parce qu'on s'est internationalisé pour une entreprise de notre taille. Après, deuxièmement, ça catalyse énormément notre souhait et la stratégie qu'on avait mise en place de régionaliser aussi la R&D et l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle moi j'habite en Chine en tant que directeur général du groupe. Alors évidemment, avant je voyageais beaucoup, mais je voyage moins, mais on se rend compte que ces voyages sont pas forcément toujours aussi nécessaires, même s'il faudra trouver quand même un équilibre entre le présentiel et la visio. La R&D en Chine est une capacité d'avoir une R&D applicative que n'en a nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que quand on développe un cerveau moteur électrique pour des vannes, on a accès à des sites et à des applications industrielles, là où en Europe, les méthodes de travail font qu'on n'y a pas accès. Deuxièmement, on a accès à une méthode d'innovation qui est l'innovation par itération, qui est relativement efficace, là où en Europe, on a une méthode d'innovation qui est par la création, j'ai envie de dire, qui est aussi relativement efficace, mais parfaitement complémentaire. Et donc, cette crise nous a révélé que notre partenariat stratégique qu'on a mis en place avec la Chine sur tous les métiers de l'énergie sur lesquels on est en train de se développer et d'investir sur le long terme, nous amène à dire on est sur la bonne stratégie et il faut continuer à investir dans cette régionalisation qu'on fait. Et enfin, je dirais, ça a stimulé aussi un choix qu'on a fait chez Bernard Contrôle, qui est de bien responsabiliser les leaders. Et cette crise a bien montré les faiblesses et les qualités des leaders. Et dans l'entreprise, on a bien vu que le leadership est absolument essentiel. La qualité du leadership des managers est absolument essentielle. Le leadership, c'est vraiment aller faire réussir les autres, se donner pour les autres. Et on a vu des leaders véritablement se mettre au service de leurs équipes, à la fois au niveau personnel, mais aussi clarifier des objectifs est extrêmement présent. Et cette qualité du leadership a été révélée très clairement dans cette crise. Et donc, ça nous a donné aussi des opportunités de réorganisation de l'entreprise très bénéfiques. Alors, merci Guillaume. Ce que je vous propose, parce qu'en écoutant ta conclusion et celle de Bruno, je m'aperçois à la lecture des questions qui sont dans le chat. Alors, n'hésitez pas, et je m'adresse à l'audience, à poser vos questions sur le chat. Nous avons quelques minutes devant nous pour prendre quelques questions. Vous y avez répondu, notamment Guillaume, sur la notion des leçons tirées sur le leadership en entreprise, la résilience de l'entreprise. Il est clair, et tu viens de le souligner, que ça a été un moment très fort sur la révélation des talents. Certains ont disparu dans nos organisations face à l'adversité, aux tensions, aux craintes, aux doutes, aux risques. D'autres se sont révélés, des profils qu'on n'avait pas forcément détectés ou qu'on n'avait pas forcément valorisés. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que Bruno a également partagé avec ses managers, avec ses collaborateurs, la même situation. Il y a une question qui est remontée sur la vision que vous avez du T3 et du T4. Vous y avez un peu répondu, mais vous avez répondu en mode on a fait plusieurs scénarios.
Votre conviction personnelle à vous, à la lecture de cet été qui se dessine, et donc finalement d'un printemps qui nous a fait passer de l'hiver à l'été avec les turbulences qu'on a bien vues et subies, quelle est votre vision finalement dans vos secteurs d'activité, puisque une des leçons de cette crise, c'est l'hétérogénéité de l'impact, mais de votre point de vue, quelle est votre vision du T3 et du T4 qui se dessinent? Alors, je peux peut-être répondre à Pedro dans cette première question. Donc, pour moi, sur le T3, enfin, on s'est lancé dans un sprint de malade. C'est-à-dire que on s'est dit qu'on allait jouer la pénurie. Comme on sait que les chaînes logistiques ont été très fragilisées, en fait, nous, on est à fond. Et donc, on est capable de prendre des parts de marché par les achats de stock qu'on a fait et par la trésorerie qu'on avait avant le Covid. En revanche, en T4, on est très inquiet. Et en T3, je pense que GIS frappe entre plus 25 et plus 30 en progression de chiffre d'affaires, dans un marché, à mon avis, qui est stable. Par contre, en Q4, on estime que le marché va plutôt faire entre moins 10 et moins 20 et que nous, on va essayer de rester aux alentours de zéro par rapport au Q4 de l'année précédente. Guillaume? Alors, nous, dans un contexte un peu particulier, parce que notre marché du nucléaire en Chine est dans une phase très active, donc on est dans une phase de croissance qu'on peut attraper parce qu'on est en Chine. Hein. Ça, c'est clair que les entreprises qui font de l'export vers la Chine et qui n'ont pas leurs équipes en local ont une grosse difficulté pour capter ce marché. La perception qu'on a, nous, on fait un scénario en se disant que les 18 prochains mois vont se passer de la même façon de semi-confinement et de non-voyages internationaux, avec une logistique qui coûte 3 fois plus cher sur l'avion, assez difficile sur le bateau, assez chaotique sur le train, mais qui devrait se normaliser. On a donc fait un plan pour les 18 prochains mois qui est basé là-dessus. Bon, ça veut dire qu'il y a toute une série de projets qui vont être très ralentis, projets industriels qui vont être très ralentis. Ceci dit, on n'est pas dans une crise financière, donc les projets industriels, de processus industriels sont toujours assez actifs. La Chine reste extrêmement active. Les États-Unis restent actifs dans leur situation là, mais il y a une. Moi, je considère que sur les États-Unis, il va y avoir une. Simplement, c'est relativement chaotique, mais il ne va pas y avoir d'arrêt. Ça va être juste c'est une crise sanitaire épouvantable aux États-Unis. C'est un choix qu'ils font, mais il n'y a pas d'arrêt d'économie. On aura plus, je pense, d'arrêt d'économie comme on a eu avec les confinements parce qu'on sait mieux gérer. On voit par exemple ce qui s'est passé à Pékin il y a un mois. Il y a eu cette espèce, c'était un mal pour un bien, parce qu'on a vu que la résurgence du virus à un endroit a paniqué tout le monde, ils ont tout bloqué dans Pékin, mais immédiatement, il y a eu des millions de tests qui ont été mis en place, ils ont fait 10 millions de tests en quelques jours, et ils ont vu qu'il y avait qu'une centaine de cas. Et donc, ça a été relativement bien géré en isolant des clusters. Donc, je pense qu'on acquiert une expérience qui fait que les 18 prochains mois seront certainement pas revenir à une normalité, mais à une normalité de passé, mais avec un non-confinement international. Donc, à part les métiers évidemment du tourisme, les métiers du retail et toute une série de choses, je pense que si on prend en compte le fait qu'il n'y a pas de voyages internationaux possibles dans les 18 prochains mois, mais qu'il y a une capacité de mouvement des individus et des biens sur une zone géographique régionalisée, je pense que l'économie va quand même tourner. Après ça, ça dépend de l'impact qu'on a pour son business avec ça. Et c'est comme ça qu'on voit les 18 prochains mois. Très bien, merci. Je vois deux sujets apparaître dans le fil des questions. Un premier jeu de questions de Jean-Pierre Mariaccia, que je remercie, il est très dynamique dans le chat. Croyez-vous au phénomène de relocalisation dont on parle beaucoup? Vous-même, avez-vous adopté des mesures de rapprochement de la sous-traitance ou de la production industrielle? Je vois que Bruno commençait à s'effacer de la scène. Reste avec nous, Bruno. Il y a une autre question également, et à voir Guillaume ou Bruno pour pouvoir y répondre. Et je trouve que c'est un bon point pour les CCEF que vous êtes. Comment faire comprendre à des entreprises qui n'exportent pas de se décider dans ce contexte à exporter? J'ai bien une petite réponse, mais ce n'est pas à moi de la donner, je vous la laisserai apporter. Mais pour revenir à la première, c'est la relocalisation. Quid pour vous? Vous y croyez? Vous l'appliquez? Alors, je peux peut-être prendre la première réponse dessus. Je pense que le monde tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire la capacité à avoir une usine quelque part et de servir le monde entier, est un monde qui se fragilise énormément
Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être multilocal et il faut avoir une présence sur chacun des grands continents. D'ailleurs, GIS, aujourd'hui, on est 750 personnes et pendant le Covid, un des changements stratégiques que je vais mettre en place, c'est je me donne 5 ans pour ouvrir des bureaux en Inde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, parce que si il y a un nouveau confinement pour une autre pandémie, ben, je pense que là, on pourra, comme un peu maintenant, voyager à l'intérieur des continents, mais pas entre continents facilement. Euh, donc ça, c'était un petit peu pour la première réponse. Pour la partie compétences et réindustrialisation, je pense que les savoir-faire sont longs à acquérir. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une réindustrialisation progressive, mais à l'intérieur de continents et pas de pays. Ça va prendre du temps, c'est sur une génération. Je ne crois pas sur des horizons très courts. Merci, Je suis très tout très à, juste. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Chez Bernard Contrôle, on a cette stratégie d'internationalisation depuis 2010. Donc, la logique, c'est vraiment d'être local. Donc, on est moins dépendant. Et donc, on va accentuer cet effet local. Et donc, quand on développe une gamme de produits, elle démarre évidemment dans un endroit, mais on a toujours la volonté d'aller la fabriquer en local parce que ce qui est important, c'est dans le business, il y a à la fois le business model, mais il y a aussi le modèle industriel qui en découle. C'est la rapidité. Donc, la rapidité du flux, ça veut dire quoi? La rapidité du flux, ça veut dire digitalisation et ça veut dire fabrication locale, être capable de livrer très rapidement en 48 heures. Donc il faut un assemblage local. Donc je crois dans le modèle de multi-usines par site, par continent, d'avoir des équipes locales qui ont la capacité de prendre des décisions localement sans demander au siège l'autorisation, la capacité d'innover localement, de faire des erreurs, de faire les choses en Asie différemment qu'aux États-Unis, etc. Ça, c'est à mon avis très très important. Il faut avancer là-dessus. Mais je rappelle, ça coûte une fortune. Bernard Contrôle, on est une entreprise familiale avec une vision long terme. Donc on a passé cette vision, mais ça nous a pris 10 ans. Ça ne nous a pas pris 2 ans à internationaliser le groupe, ça nous a pris 10 ans. Et ça nous a coûté des dizaines de millions d'euros pour une entreprise qui faisait à l'époque 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'époque, en 2010, on faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait un peu plus de 60 aujourd'hui. C'est extrêmement coûteux. Et donc ça demande une visibilité sur son capital et sur, évidemment, son gearing, sa dette, hein, pour pouvoir mettre en place ces stratégies de long terme. Ce n'est pas du tout une stratégie court terme. J'avais mon micro coupé. Merci Guillaume, merci Bruno. Il est 10h10 et j'ai le regret le plus profond de devoir mettre un terme à ce moment qui, pour lancer la journée, a été d'une très grande qualité. Je remercie infiniment Bruno et Guillaume d'avoir participé à cette introduction d'une journée de débat traditionnellement tenue sous le soleil de ma ville préférée, Marseille, et que nous vivons maintenant confinés ou dans nos bureaux remarqués à travers le monde. J'ai pas mal de présents dans la salle qui m'ont envoyé des messages et que je sais présents sous différentes géographies et que je salue. C'est la vertu de cet exercice. Je vois Étienne monter sur la scène, prêt à me pousser, mais je ferai comme pour le physique et je tiens encore le micro 1 minute, si vous me le permettez, pour partager avec vous un édito de 8 lignes, très court, que Nicolas Dufourc a écrit dans un journal interne. Ce journal, vous ne le verrez pas puisqu'il est interne et je souhaitais vous le partager. Il s'appelle L'Optimiste. Alors cet édito dit cela. Mais comment peut-on être optimiste? Très simplement, en ayant de la mémoire. Il suffit de se retourner pour voir que pratiquement toujours en temps de paix, les solutions finissent par être trouvées à des problèmes qui sont en réalité moins graves qu'ils n'y paraissaient. C'est toute l'histoire du monde. La résilience, l'intelligence, le jeu de jambes et la rapidité d'adaptation des organisations et des hommes nous ont toujours surpris. Bien sûr, les pessimistes sont mieux payés que les optimistes. Ils sont donc beaucoup plus nombreux. Qu'à cela ne tienne, nous proclamons la croyance dans le progrès et dans la science et nous avons confiance en l'homme. Et je rajouterai, et en l'export. Merci à tous.